L'industrie québécoise de la construction joue un rôle de premier plan dans l'industrie de la province. En 2013, on dénombrait environ 25 000 employeurs et 160 000 travailleurs. Les projets réalisés totalisaient plus de 50 milliards de dollars annuellement. En matière de prévention, ce secteur d'activité est régi par un ensemble de lois et règlements. La loi sur la santé et la sécurité du travail, le règlement sur la santé et la sécurité du travail et le Code de sécurité pour les travaux de construction. Depuis plusieurs années, on remarque une meilleure prise en charge de la prévention sur les chantiers de construction et, par le fait même, une diminution importante du nombre d'accidents et de maladies. Malgré cette amélioration, des accidents surviennent. On compte malheureusement encore une cinquantaine de travailleurs qui décèdent chaque année sur nos chantiers. Chaque jour, employeurs et travailleurs sont directement concernés par la gestion et la planification des mesures de sécurité. Des solutions existent pour vous familiariser rapidement avec votre environnement, repérer les sources potentielles de danger et les éliminer. Votre accueil est un premier pas vers la sécurité. Premier arrêt, la roulotte de chantier. Vous y serez accueilli par le représentant du maître d'œuvre. Profitez-en pour consulter le programme de prévention ainsi que le plan de circulation applicable au chantier. Vous pourrez aussi vous familiariser avec les mesures de premiers soins. Le programme de prévention identifie les risques présents au chantier et les méthodes préconisées pour les contrôler. Il contient, entre autres, les procédures de travail sécuritaires, les numéros de téléphone importants, le nom des secouristes, les grilles d'inspection et la liste des matières dangereuses. Le contenu du programme de prévention est abordé lors des pauses sécurité, souvent appelées « Toolbox Meeting ». Elle représente un moment privilégié pour vous rappeler les procédures de travail sécuritaires et pour apporter les correctifs nécessaires. En cas de doute concernant votre santé et votre sécurité au travail, consultez votre supérieur et n'hésitez pas à vous référer au programme de prévention. D'autres documents demeurent pertinents à consulter avant de quitter la roulotte. Le plan de circulation vous présentera les directives liées au déplacement sur le chantier. Vous pourrez y localiser, entre autres, les limites de vitesse, les aires de stationnement, les accès au chantier, les installations sanitaires, les zones de livraison et les aires de recul. Vous apprendrez également que sur un chantier de construction, vous devez toujours établir un contact visuel avec le conducteur d'un véhicule et que l'aire de recul est interdite aux piétons. Vous trouverez aussi dans la roulotte la trousse de premiers soins et les mesures de protection incendie. Par ailleurs, si vous êtes secouriste, informez le représentant du maître d'œuvre afin que l'on puisse vous identifier rapidement. Si vous êtes victime d'un accident de travail, vous devez en informer votre supérieur immédiat et remplir le registre d'accident. En vous rendant vers votre lieu de travail, profitez-en pour repérer les extincteurs d'incendie portatifs. Si vous effectuez des travaux à plus haut risque d'incendie, soudure, meulage et manipulation de produits inflammables, assurez-vous de garder un extincteur à proximité. Sur un chantier, la propreté du lieu de travail est une responsabilité commune. Un lieu de travail propre est un lieu de travail plus sécuritaire. Prenez le temps de suspendre ou de recouvrir les rallonges électriques et de mettre les rebuts à la poubelle. Si vous travaillez en hauteur, à plus de 3 mètres du sol, vous devez vous protéger contre les risques de chute. Il existe 2 types de protection contre les chutes de hauteur, collective et individuelle. Un des moyens de protection collective est l'installation d'un garde-corps. Le garde-corps est constitué de différents éléments dont les montants, la lisse supérieure, la lisse intermédiaire et la plinthe. Si vous enlevez un garde-corps, n'oubliez pas de le remettre en place une fois vos travaux effectués. Lors de l'installation et du retrait, vous êtes exposé à un risque de chute de hauteur. Vous devrez alors utiliser un équipement de protection individuel. Finalement, si vous avez à travailler dans une échelle, un escabeau ou un échafaudage, n'oubliez pas de modifier le garde-corps en conséquence ou d'employer un équipement de protection individuel. L'équipement de protection individuelle est composé d'un système d'ancrage, d'une liaison anti-chute ainsi que d'un harnais de sécurité. Le système d'ancrage doit être capable de supporter une charge de 18 kN.
Il doit être installé conformément aux instructions du fabricant. Plusieurs modèles de systèmes d'ancrage existent. Ils comprennent les plaques d'ancrage, les élingues d'ancrage, les ancrages à poutres d'acier, les ancrages à béton et les structures existantes. Au système d'ancrage, vous pourrez attacher votre liaison anti-chute. Elle existe en différents modèles. Compte tenu des nombreux équipements disponibles sur le marché, assurez-vous de connaître les instructions du fabricant spécifiques au produit. Lorsque vous vous servez d'une structure existante, employez une élingue conçue à cette fin pour vous attacher. Tous les équipements de protection individuelle contre les chutes utilisés au Québec doivent être conformes à la norme CSA. Le logo de cet organisme doit être apposé sur son étiquette. Finalement, en cas de doute sur l'installation, n'hésitez pas à vous référer à votre superviseur. Celui-ci a peut-être demandé une attestation d'ingénieur sur le système d'arrêt de chute. Élément indispensable sur un chantier, les échafaudages à cadre métallique exigent une attention particulière. Ainsi, lorsque vous installez un échafaudage ou avant de vous en servir la première fois le matin, vérifiez les éléments suivants. Une inspection complète de toutes les composantes est effectuée par une personne qualifiée. La base de l'échafaud repose sur un sol ferme. Des vérins à vis assurent l'aplomb. La distance entre le mur et l'échafaud est d'au plus 350 mm. Son plancher est constitué minimalement de 2 madriers conçus à cette fin. Les croisillons et les barrures verticales sont présents. Un moyen d'accès sécuritaire est présent. Il existe une protection contre les chutes si la hauteur dépasse 3 mètres. Les lignes électriques sont à une distance sécuritaire, minimalement à plus de 3 mètres. Lorsqu'il dépasse 3 fois la plus petite dimension de sa base, l'échafaud est amarré à la structure ou stabilisé adéquatement. Sur les chantiers, le positionnement, la stabilité et l'inclinaison d'une échelle doivent être appropriés. Avant de vous servir d'une échelle, respectez les consignes suivantes. Ayez toujours 3 points d'appui lorsque vous montez dans l'échelle. Assurez-vous que cette dernière est de grade 1 et qu'une étiquette CSA est visible. Vérifiez la solidité et l'intégrité de celle-ci. Observez les environs et assurez-vous qu'il n'y a pas de fils électriques à proximité. Placez votre échelle à proximité du poste de travail. Ne travaillez jamais à bout de bras. Travaillez durant de courtes périodes dans l'échelle. Assurez-vous d'appuyer l'échelle sur une base solide. Transportez l'échelle avec votre collègue lorsque celle-ci est longue. Réduisez au minimum la longueur de l'échelle avant de la déplacer. Lorsque l'échelle sert de moyen d'accès, assurez-vous qu'elle dépasse de 3 échelons son sommet et qu'elle est solidement fixée en place. L'usage d'un escabeau exige de respecter les mêmes règles. Ainsi, prenez en considération les points suivants. Vérifiez qu'il est de grade 1 et qu'une étiquette CSA est apposée. Placez votre escabeau à proximité du poste de travail. Ne travaillez jamais à bout de bras. Appuyez toujours l'escabeau sur une base solide. Utilisez toujours un escabeau avec les montants écartés au maximum et verrouillés. N'employez pas l'escabeau en position fermée ou comme moyen d'accès. Ne vous servez pas de la dernière marche ni de la tablette de l'escabeau comme point d'appui. Avant que des travaux nécessitant une excavation débutent, discutez avec votre superviseur. Celui-ci vous informera des mesures de prévention à adopter. Tout d'abord, Info Excavation doit être appelé afin de localiser les infrastructures souterraines. Par la suite, le plan de travail est élaboré en tenant compte des restrictions, de l'espace disponible et des contraintes techniques. Ces éléments permettent d'établir la bonne méthode de travail, soit l'angle de repos naturel du sol à excaver ou l'utilisation d'une boîte de tranchée. Le Code de sécurité pour les travaux de construction prévoit que l'excavation doit respecter une pente maximale de 45 degrés à partir de 1,2 m du fond. Cet angle pourra varier selon le type de sol, roc, argile, sable ou autre. Si vous employez plutôt un caisson d'étançonnement, celui-ci devra être assez solide selon la profondeur et le type de sol. L'étaiement de bois ou l'étaiement à vérin peuvent également être utilisés. Ces derniers sont conçus et attestés selon les plans d'un ingénieur.
La présence d'eau souterraine dans une tranchée augmente les risques d'effondrement. Il faut donc assécher le plus possible l'excavation et prévoir des échelles afin d'en permettre l'accès aux travailleurs. Les véhicules lourds et le poids des matériaux exercent des surcharges sur les parois de l'excavation. Des distances d'approche ont été fixées à un minimum de 3 mètres pour les véhicules et à 1,2 mètres pour les matériaux tels que les remblais. Une fois l'excavation terminée, une inspection régulière doit être réalisée afin de s'assurer que les conditions de sol n'ont pas été modifiées. Soyez particulièrement attentif aux points suivants: une paroi fissurée, un affaissement de sol ou une déformation des parois. Les autres travailleurs présents au chantier doivent être au courant qu'une excavation est présente. Installer des barrières, des barricades ou une ligne d'avertissement. Finalement, n'y pénétrez jamais si elle ne répond pas à ces critères. Chaque année, les lignes électriques sont la cause de plusieurs électrisations. Pour les lignes à haute tension, la distance minimale d'approche doit être respectée. Plusieurs solutions existent: débrancher la ligne électrique, recouvrir la ligne électrique d'une gaine, avoir recours à un système qui limite la portée de la machinerie. Avant de commencer vos travaux, vérifiez votre environnement de travail. Est-ce qu'une ligne électrique se trouve à proximité de votre aire de travail, près d'un échafaudage, dans une zone de travaux qui se feront avec de la machinerie? Si une ligne électrique est présente, la solution à privilégier est son détournement ou son débranchement. Cette façon de faire élimine toute possibilité de contact avec la source d'énergie. Un deuxième moyen à considérer est l'installation d'une gaine protectrice sur les conducteurs. Effectuée par la compagnie de distribution électrique, cette façon de faire permet d'optimiser votre zone de travail en réduisant la distance d'approche jusqu'à 1,2 mètres. Les appareils de construction comme les grues, les pelles mécaniques, les camions de livraison et les pompes à béton peuvent également entrer en contact avec les lignes électriques. C'est pourquoi ces équipements doivent avoir un système de limitation de portée les empêchant d'accéder à la zone dangereuse. En pareille situation, ces outils doivent être programmés par l'opérateur de la machinerie. L'amiante, c'est quoi? C'est une roche naturelle fibreuse. L'amiante résiste bien au feu et c'est un bon isolant thermique, acoustique et électrique. Cela explique son abondance dans les installations industrielles et les bâtiments construits avant 1980. Les fibres d'amiante, extrêmement fines, peuvent se retrouver dans les poumons et occasionner des maladies pulmonaires irréversibles. Il faut pouvoir les identifier et les localiser sur un chantier. Lors de la planification des travaux, le donneur d'ouvrage a l'obligation de vérifier la présence d'amiante avant de confier des travaux à un entrepreneur. Selon le niveau de risque identifié, une procédure de travail spécifique sera établie. On prévoira notamment la protection respiratoire, le port de survêtements jetables, la ventilation, l'identification de la zone à risque et l'installation de vestiaires et de douches. Si vous doutez que le matériau sur lequel vous travaillez contienne de l'amiante, référez-vous à votre supérieur. La silice est une particule se retrouvant dans divers matériaux de construction, dont la brique, le mortier, le béton, le granit ou la céramique. Lorsque le matériau est scié, concassé ou poli, de fines particules en suspension dans l'air peuvent être respirées et se loger dans les poumons, entraînant des maladies irréversibles. Des mesures de prévention spécifiques doivent être mises en place. Vous devrez donc contrôler l'émission de ces poussières en utilisant un outil muni d'aspiration à la source ou encore avec un apport d'eau continu. En plus de ces solutions, vous devez porter une protection respiratoire de type demi-masque P100. En zone restreinte, vous devrez également porter un survêtement jetable. Les appareils de levage de travailleurs sont fréquemment utilisés pour les chantiers de construction. Leur maniement inadéquat est la cause de nombreux accidents dans l'industrie. Voilà pourquoi il faut les inspecter tous les jours et compléter le registre prévu à cet effet. De plus, avant d'opérer un nouvel équipement, assurez-vous d'avoir obtenu l'information nécessaire pour sa conduite et son opération sécuritaire. Si vous êtes dans une nacelle, vous devez demeurer attaché en tout temps. Cependant, l'utilisation de la plateforme élévatrice ne nécessite pas le port d'un équipement de protection contre les chutes.
Vous devez toutefois fermer la porte et demeurer à l'intérieur. Lors de l'opération de l'appareil, assurez-vous également de connaître la capacité de charge. La plaque signalétique apposée sur la machine vous informera à cet effet. Afin de respecter cette capacité, n'oubliez pas de déployer les stabilisateurs à leur plein écart et de vous assurer que l'équipement est au niveau avec le sol avant de procéder à l'élévation. Rappelez-vous qu'il est interdit de vous servir d'une échelle ou d'un escabeau à l'intérieur des appareils de levage. De plus, vous ne pouvez pas vous servir des garde-corps pour accéder à votre zone de travail. S'il peut être agréable pour certains de travailler à l'extérieur, il existe des inconvénients et des risques reliés aux conditions climatiques. Travailler sur un chantier de construction en plein hiver, c'est se préparer à affronter des conditions souvent difficiles: neige, froid, vent et surface glacée. Lorsque vous vous déplacez sur le chantier, identifiez les zones glacées pouvant provoquer une chute. Par la suite, avisez votre superviseur afin que celui-ci procède à l'épandage d'abrasifs. Les entrées et les voies d'accès doivent être déneigées régulièrement. Faites de même pour les équipements que vous devrez utiliser. L'usage de chauffage temporaire en hiver peut générer la présence de monoxyde de carbone. Votre espace de travail doit être ventilé adéquatement. Prévoyez l'habillement en fonction des conditions climatiques auxquelles vous serez exposé lors de votre quart de travail. Un habillement adapté n'obstruera pas votre champ de vision et vous permettra de détecter les dangers présents dans votre espace de travail. Les employeurs et les travailleurs ont chacun leur responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail. L'employeur doit planifier les travaux, s'assurer de la formation de son personnel, exercer une supervision adéquate et fournir les équipements de protection individuelle. À titre de travailleur, vous devez prendre connaissance du programme de prévention, prendre les mesures pour vous protéger et protéger vos collègues et signaler toutes les situations à risque à votre supérieur. Advenant le non-respect d'une obligation provenant de la loi sur la santé et la sécurité du travail ou d'un règlement comme le Code de sécurité pour les travaux de construction, des amendes peuvent être émises par la CSST. Ces amendes peuvent s'adresser au maître d'œuvre, à votre employeur et même à vous. Les amendes émises présentement aux travailleurs peuvent varier de 600 à 1 500 $ pour une première infraction. Ce montant peut être beaucoup plus important pour les employeurs. De plus, certains programmes de prévention prévoient des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à l'expulsion du chantier si les règles de sécurité ne sont pas respectées. Nous espérons que cette vidéo vous a fait prendre conscience de plusieurs risques présents sur les chantiers de construction. Ce sont les efforts de tous, entrepreneurs et travailleurs, qui permettent chaque jour de rendre nos chantiers plus sécuritaires. Soyons toujours prévoyants. Éliminons les dangers. L'Association de la construction du Québec est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de l'industrie de la construction du Québec. Présente sur l'ensemble du territoire de la province et ayant des bureaux dans 15 villes, elle est mandatée par la loi R20 pour représenter les 16 000 employeurs œuvrant dans les secteurs institutionnel, commercial et industriel. Le service de santé, sécurité et mutuelle de prévention ACQ est présent partout à travers la province. Consultez le conseiller SST présent dans votre région pour toute information supplémentaire.